Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera exclusivement sur l'autrice Marie Ndiaye. C'est la première vidéo d'une série que j'aimerais commencer où je présenterai à chaque fois 5 livres. Ce sera une liste faite de manière tout à fait subjective de livres qui auront pour point commun soit leur auteur, soit leur pays, soit une thématique en particulier. Et pour cette série-là, je ferai ça de façon tout à fait irrégulière. Donc voilà, je posterai pas toutes les semaines ou je posterai pas une date précise, mais je ferai ça de temps en temps si je trouve un thème, un auteur, quelque chose d'intéressant que j'ai envie de présenter. Bref, pour l'autrice d'aujourd'hui, donc Marie Ndiaye, elle est née en 1967 à Pithiviers. Elle est donc française, ce qui est quelque chose qui sera assez important un peu plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, avant de rentrer un peu plus dans sa biographie, je précise que son frère est assez connu aussi, il est historien, il s'appelle Pape Ndiaye. Et si vous connaissez les deux, vous aurez peut-être remarqué une petite particularité dans la façon d'écrire leur nom de famille. Pour Pape Ndiaye, généralement, on n'écrit que le N majuscule. Et pour Marie Ndiaye, on écrit le N et le D majuscule. J'ai pas réussi à retrouver où j'avais lu ça, mais il me semble que c'était son choix à elle de l'écrire comme ça pour coller un peu plus à l'orthographe, habituelle de ce nom-là. Concernant son histoire personnelle, sa mère est française et son père est sénégalais. Ils se sont rencontrés tous les deux durant leurs études et le père de Marie Ndiaye les a quittés quand elle avait tout juste 1 an. Elle-même, elle a été élevée en France, etc. Donc, il me semble qu'elle a voyagé au Sénégal à 20 ans pour la première fois, je suis plus très sûre, mais tout ça pour dire qu'elle n'a pas eu vraiment de lien avec ce pays-là. Et c'est un aspect de sa biographie qui est vraiment très important parce qu'on se réfère très souvent à elle comme à une autrice africaine, ce qui premièrement n'a aucun sens. Pour moi personnellement, je pense que le terme africain, même si certaines personnes trouvent que ça peut être problématique, je pense que ça peut être pratique si par exemple on parle de plusieurs auteurs qui viennent de plusieurs pays différents d'Afrique. Personnellement, je ne vois pas le problème. Mais là, pour se référer à une seule autrice, je ne comprends pas pourquoi on dit africaine. Si tu veux souligner ses origines sénégalaises, parle du Sénégal, mais en plus de ça, c'est totalement faux. Elle a été élevée en France, dans une famille française, elle a été baignée dans la culture française. Le français, c'est sa langue maternelle. Et oui, en fait, elle n'a pas eu de lien avec sa culture sénégalaise, avec une autre langue. Elle n'a pas vécu là-bas quand elle était petite. Et elle insiste bien sur ce point dans plusieurs interviews qu'elle a données, sur le fait que c'est une autrice française. Donc c'est vraiment très problématique de voir que les gens continuent à dire que c'est une autrice africaine. Pourquoi? Parce qu'elle est noire et parce qu'elle s'appelle Ndiaye. Donc bonjour 2020 en fait. J'ai une citation que j'aimerais vous lire qui est issue d'un recueil de nouvelles. Je mettrai les informations concernant ce recueil de nouvelles-là dans la barre d'informations. Donc la citation. « Je me sentais exclusivement française. Je devais cependant toujours répondre à la question « D'où viens-tu ?» à laquelle je ne pouvais répondre sans un curieux sentiment d'imposture. Imposture complète si je répondais du Sénégal, demi-imposture aux yeux des autres, me semblait-il, si je répondais « Mais je suis française, rien d'autre. » J'ai choisi cette citation pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est un peu plus difficile d'accès, vu que c'est pas un texte que vous pouvez retrouver en ligne, je pense pas. Si vous êtes intéressé, il y a pas mal d'interviews en ligne où elle en parle. Et deuxièmement, je trouve que ça illustre bien le problème auquel elle est toujours confrontée, même en 2020, que les gens continuent à la considérer comme une autrice africaine. Et si vous vous dites, c'est peut-être pas la plupart des gens, c'est peut-être seulement des personnes qui connaissent pas réellement et qui ont peut-être un préjugé parce qu'ils savent pas du tout qui c'est, détrompez-vous. Petite anecdote personnelle, pendant un de mes cours de fac de littérature, une de mes profs s'est référée à elle en tant qu'autrice africaine et je trouve que c'est juste, c'est irrespectueux en fait
partir du principe qu'une personne est africaine juste parce qu'elle est noire et parce qu'elle a un nom qui n'est pas français, c'est juste un manque de professionnalisme parce que tout simplement c'est faux. Enfin bref, passons sur ce point-là. Je pense que vous avez compris un peu plus d'informations concernant sa carrière, quelques chiffres. Elle a commencé à publier son premier roman à 17 ans, donc son premier roman Quant au riche avenir. Elle a ensuite publié 3 nouvelles, 14 romans, 10 pièces de théâtre et 3 ouvrages jeunesse. Ça fait beaucoup. Donc ça doit faire une trentaine d'ouvrages jusqu'à maintenant. Donc c'est quand même une autrice importante qui a une œuvre assez importante. Elle a aussi remporté pas mal de prix littéraires, donc le prix Femina en 2001 pour Rosie Carp et le prix Goncourt en 2009 pour Trois femmes puissantes. Et ce sont vraiment ces prix-là qui l'ont aidée à être encore plus connue. Parce qu'avant, c'est vrai qu'elle était, je pense, connue plutôt dans le milieu académique, mais pas forcément dans le grand public. Je pense qu'elle est toujours relativement peu connue, entre guillemets. En fait, c'est assez étrange parce que d'un côté, elle est très reconnue en tant qu'autrice, mais d'un autre côté, dans la vie de tous les jours, je connais pas de personnes qui vraiment lisent Marianne Diaz, ce qui est dommage. Et la plupart des personnes à qui j'en parle ne connaissent pas. Et quand ils découvrent, bien sûr, ils sont subjugués. Parce que c'est une autrice que je trouve personnellement incroyable, qui a vraiment un style très particulier. En parlant de son style, je vais rentrer un peu plus dans les détails et vous expliquer pourquoi je pense que cette autrice-là mérite d'être bien plus connue. Concernant son écriture, elle a une écriture très particulière. Alors premièrement, très belle, je trouve personnellement, dans un langage très soutenu. Ce qu'on souligne souvent, parce que c'est un peu inhabituel en fait sa façon d'écrire, je pense pour une autrice contemporaine. Elle a aussi une façon de choisir les mots très particulière. J'ai malheureusement pas réussi à retrouver l'interview où elle en parlait, où elle disait que justement c'est quelque chose qu'elle voulait faire, utiliser la langue de façon un peu différente de la façon dont on l'utilise habituellement, dans le sens où elle essaye par exemple de faire des combinaisons un peu plus surprenantes, un peu plus inhabituelles. Donc c'est vraiment une caractéristique très attrayante dans les romans et dans toutes les œuvres de Marianne Diaz. L'écriture de ses livres peut aussi différer tout simplement dans la forme, dans la ponctuation, des choses comme ça. C'est assez difficile à expliquer quand on n'a pas lu les romans, mais je pense que si vous lisez les romans, vous allez voir de suite de quoi je parle. Un deuxième point, c'est l'univers de ces fictions qui est vraiment très particulier. Elle appartient au mouvement du réalisme magique et elle est souvent de ce fait-là un peu comparée à Kafka, ce que je comprends tout à fait, parce que tout comme une œuvre typiquement réaliste magique, si vous ne connaissez pas, pour résumer de façon très courte, c'est en gros quelque chose de très réaliste, mais avec des éléments magiques à l'intérieur de cet univers-là très réaliste, qui renforce vraiment l'univers réaliste et en fait qui appuie sur certains points importants du livre. J'espère que c'est clair, mais pour résumer, donc, univers réaliste avec des éléments magiques. Concernant les thèmes qui reviennent assez souvent dans ces romans, on peut parler premièrement de l'appartenance et de l'exclusion. Ça peut être vraiment pris de façon très littérale ou un peu plus symbolique. Encore une fois, un peu difficile à expliquer sans vous parler vraiment des livres, mais j'y reviendrai un peu plus tard quand je vous donnerai la liste. Le deuxième thème qui revient très souvent, c'est la famille. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas forcément la famille de sang. On voit souvent des parents adoptifs, entre guillemets, même si c'est pas forcément que ce sont officiellement les parents adoptifs qui ont signé des papiers, etc. Mais juste qui décident de s'occuper d'un enfant qui n'est pas leur enfant biologique. Et ces parents adoptifs-là sont souvent plus investis dans la relation et
ont souvent plus à cœur le bien-être de ces enfants-là que les parents biologiques. Et on voit souvent quelque chose qui revient très souvent dans ces livres, le rejet de la famille biologique envers l'enfant biologique. Ce qui revient voilà, donc sous plusieurs formes. Une autre, ça serait le troisième point, la troisième thématique qui, à mon sens, revient très souvent dans ces romans, ce sont les questions de dynamique de pouvoir et d'oppression. Ce qui est toujours quand même un peu relié à la première chose dont je vous parlais, l'exclusion et l'acceptation de l'autre. Concernant ma liste de livres, donc comme je l'ai dit au début, ce sont 5 livres que j'ai sélectionnés de façon tout à fait subjective parce que ce sont mes 5 livres préférés de Marianne Ndiaye, de ceux que j'ai lus, forcément. Donc j'en ai lu d'autres que j'ai décidé de ne pas inclure dans la liste, mais il y a aussi beaucoup de livres que je n'ai pas lus de l'autrice. Donc si vous avez un livre préféré de Marianne Ndiaye dont je n'ai pas parlé, je vous invite fortement à le mettre dans les commentaires. Et pour les livres, je les ai listés de façon, par ordre chronologique, voilà, de date de parution. Donc on va commencer avec le premier. Le premier, c'est un livre qui est paru en 1991, En famille. C'est donc le 4e roman de Marianne Ndiaye. Et c'est un livre... J'ai un peu une relation compliquée avec ce livre parce que je suis en train d'écrire mon mémoire de master dessus. Donc c'est vraiment un livre que j'apprécie beaucoup, mais c'est un peu une relation conflictuelle. Bref, dans ce livre, on suit l'histoire de Fanny, qui, je pense qu'elle doit avoir 18 ans, quelque chose comme ça, qui revient dans sa famille, en campagne quelque part. Et la famille lui dit, mais en fait, on ne sait pas qui tu es. On se souvient pas de toi, non, tu fais pas partie de la famille. Et en fait, on apprend que son vrai prénom, c'est même pas Fanny, mais ils savent plus comment elle s'appelle, du coup, ils l'appellent Fanny. Et forcément, elle est très touchée par ce rejet-là. Et elle décide de partir à la recherche de sa tante, Leda, qui a disparu il y a très longtemps et à laquelle elle n'a pas été présentée comme ça aurait dû être le cas quand elle était bébé. Et elle se dit, si je retrouve ma tante Leda, je vais enfin être acceptée par ma famille, ils vont en fait se souvenir de moi. Finalement, l'histoire est bien plus compliquée que ça, mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre qui est vraiment très étonnant et très addictif, je pense, comme vraiment tous les livres de Marianne Ndiaye. Le deuxième, c'est le premier livre que j'ai lu de Marianne Ndiaye, Un temps de saison, paru en 1994. On suit dans ce livre-là l'histoire de Herman, qui vient de Paris avec sa femme Rose et leur enfant, et qui passe les vacances d'été dans un petit village de France. Et normalement, je pense qu'ils y vont en août, et normalement, ils repartent fin août. Et il y a vraiment toute une thématique concernant cette date-là, parce que justement, tous les Parisiens viennent dans ce village en août, et repartent tous fin août. Personne ne reste après août, personne ne reste à partir de septembre. Et ça peut paraître très anodin, mais du fait qu'ils ont décidé de rester un peu plus longtemps et de partir début septembre, sa femme et son enfant vont disparaître. Donc Herman est obligé de rester là et il va devoir s'intégrer comme un habitant du village pour recevoir des informations et retrouver sa femme et son enfant. Personnellement, de cette liste, c'est vraiment un de mes préférés, en plus du fait qu'il soit dans les 5 livres que j'ai préférés de Marianne Ndiaye. C'est vraiment un de ceux qui fait partie de mes préférés. Il est très court, mais il y a tellement de choses intéressantes là-dedans à lire. Le troisième livre, paru en 1996, La sorcière. Cette histoire-là parle, comme le titre le dit, d'une sorcière, Lucie, qui a 2 filles qui sont sœurs jumelles, et elle essaye de leur apprendre à être de vraies sorcières. Sachant qu'elle-même est une sorcière plus que médiocre, elle est vraiment, la seule chose qu'elle arrive à faire, c'est avoir des visions de choses qui sont complètement inutiles et qu'elle ne contrôle pas.
Et ses filles sont beaucoup plus douées qu'elle, mais ne sont pas du tout intéressées par devenir des sorcières compétentes, etc. Et en parallèle avec ça, son mari est vraiment dégoûté par cet aspect de sa personnalité. Il est dégoûté par le fait que ce soit une sorcière. Et quand elle a des visions, elle pleure des larmes de sang. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui le dégoûte énormément. Et bref, il y a aussi pas mal de relations très compliquées dans cette famille-là. Et pas seulement dans la famille des 4 là, mais aussi dans la famille un peu plus étendue. Bref, un peu compliqué à résumer comme livre. C'est une histoire un peu plus compliquée, je trouve, que les autres. Mais toujours qui se lit très vite, vraiment. Et il y a pas mal d'autres thèmes aussi qui sont en rapport à ça, notamment le féminisme, la place de la femme, particulièrement dans ce livre-là. Le 4e livre, paru en 2007, c'est Mon cœur à l'étroit. Donc c'est l'histoire de Nadia et je pense Ange, qui s'appelle. C'est un couple je crois ils sont profs dans une école. Et on débute l'histoire vraiment au cœur d'une situation très particulière. Ils ont commis une faute. On ne saura jamais ce qu'est cette faute-là, mais tout le monde les déteste. Et on se retrouve vraiment dans une situation très compliquée où ils vivent, donc tous les deux, ils vont être un peu reclus de la société pour cette faute dont on ne sait pas du tout ce que c'est. Et il va y avoir donc plein de choses qui vont arriver en rapport avec cette faute-là. Et encore une fois, une histoire où il y a vraiment plein de détails dont j'ai pas envie de vous parler maintenant parce que j'ai pas envie de vous gâcher le suspense, mais ça fait aussi partie, en plus des 5, d'un de mes livres vraiment préférés avec Un temps de saison. Donc dans les 5, ces 2-là, je pense que c'est mes préférés. Et le dernier livre, qui est donc très très connu, paru en 2009, pour lequel elle a gagné le prix Goncourt, c'est 3 femmes puissantes. C'est son livre, certainement le livre le plus connu donc. Et dans ce livre-là, elle nous raconte l'histoire de 3 personnes. Ces 3 histoires sont en lien. En fait, toutes les personnes dans l'histoire ont un lien, plus ou moins l'une avec l'autre. Donc soyez attentifs aux détails. Et en fait, oui, voilà, ça va être autour de 3 femmes. Mais il y a aussi beaucoup d'autres histoires à côté. Et oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ce livre-là était vraiment fait tout en subtilité. C'est pas... parce que j'avais un peu peur, en fait, en lisant 3 femmes puissantes, de me dire est-ce que ça va être vraiment un truc cliché, et pas du tout. Vraiment pas du tout. C'était hyper intéressant, hyper touchant. Et surtout la dernière histoire qui m'a particulièrement touchée, qui était vraiment particulièrement belle à mon sens. Donc je recommande peut-être ce livre comme le premier livre à lire. Je pense qu'il est un peu plus accessible et un peu plus, comment dire, l'univers est un peu moins magique que les autres. Et en ce sens-là, ça sera peut-être un peu plus facile à lire comme premier livre. Mais vraiment, je les recommande tous. Comme je vous ai dit, ce sont mes 5 livres préférés de tous les livres de Marianne Ndiaye que j'ai lus. Donc en soi, en fait, je les recommande un peu tous. Bref, vous connaissez maintenant mes 5 livres préférés de Marianne Ndiaye. Je vous conseille vraiment absolument de découvrir cette autrice qui est tellement particulière. On ressent vraiment une forte personnalité dans chacune de ses œuvres. Et je trouve qu'elle mériterait d'être bien plus connue que ce n'est déjà le cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de lire Marianne Ndiaye et je vous dis à une prochaine fois.